Je pense que vous savez qu'on vit dans un monde qui a un petit problème avec l'énergie. Entre l'épuisement des énergies fossiles et bien sûr le réchauffement climatique causé par les gaz à effet de serre, nous vivons en ce moment une crise énergétique. D'ailleurs, on l'entend assez souvent, il faut économiser l'énergie, éviter d'en dépenser inutilement et trouver d'autres façons d'en produire. Mais là, il y a un truc que je ne comprends pas. J'ai appris en cours de physique que l'énergie est une quantité qui est toujours conservée. On ne peut pas créer d'énergie, on ne peut pas en détruire non plus. C'est un des principes les plus fondamentaux de la physique, l'énergie se conserve. Alors pourquoi on parle de l'économiser ? Eh bien, pour comprendre ça, il va falloir parler un peu de thermodynamique, miam miam. Et vous allez voir que le problème, ça n'est pas l'énergie, mais l'entropie. L'énergie est une propriété que possèdent tous les corps physiques, du plus petit au plus grand, et qui peut exister sous différentes formes. On a par exemple l'énergie cinétique, qui est liée au fait qu'un objet soit en mouvement. Cette énergie dépend de la masse et de la vitesse de l'objet. On a une formule pour ça, et plus l'objet est massif et rapide, plus il possède d'énergie cinétique. Par exemple, il y a à peu près autant d'énergie cinétique dans une rame de TGV lancée à pleine vitesse que dans un supertanker naviguant à 10 km/h. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'énergie potentielle de pesanteur qui est associée au fait qu'un objet se trouve dans un champ de gravité dans lequel il puisse tomber. Elle dépend là aussi de la masse, de l'altitude de l'objet et de l'intensité de la pesanteur. Il existe encore d'autres formes d'énergie qui nous sont plus ou moins familières dans notre quotidien. L'énergie chimique, celle qui est associée par exemple à du carburant, l'énergie électrique ou encore l'énergie nucléaire. Ce qui est important, c'est qu'un corps physique peut posséder de l'énergie sous plusieurs de ces formes, et l'énergie peut même changer de forme. Alors prenons un exemple simple. Imaginez un boulet de 1 kg placé au sommet d'une falaise de 10 mètres, au bord d'une plage. Si on maintient le boulet immobile, sa vitesse est nulle, il n'a pas d'énergie cinétique. Mais en revanche, il a de l'énergie potentielle de pesanteur associée à son altitude. Maintenant, supposez que je lâche le boulet. Il va se mettre à chuter, perdre progressivement de l'altitude et donc perdre de l'énergie potentielle, mais en échange, il va gagner de la vitesse et donc de l'énergie cinétique. Et comme l'énergie totale du boulet se conserve, la quantité d'énergie qu'il possède est constante, mais sa forme varie. Elle devient de plus en plus cinétique et de moins en moins potentielle. Il y a un transfert d'une forme d'énergie à une autre. Et d'ailleurs, on peut même avec ce principe calculer la vitesse qu'aura le boulet à la fin de sa chute, environ 14 mètres par seconde. Alors ça c'est très bien, mais juste après, quand le boulet touche le sable, il s'immobilise. Et là, il est à une altitude nulle, plus d'énergie potentielle, et à une vitesse nulle, plus d'énergie cinétique. Alors elle est passée où l'énergie ? Eh bien, elle n'a pas disparu, elle s'est transformée en chaleur. Quand on a un choc, comme celui du boulet sur le sol, l'énergie cinétique est dissipée, évacuée, sous forme de chaleur, à cause de tous les frottements et les déformations qui vont freiner le boulet au moment du choc. À notre échelle, cette chaleur dégagée est assez imperceptible. Imaginons que le boulet récupère toute cette chaleur, eh bien ça lui causerait une augmentation de température de seulement 0,1 degré. Cette légère élévation de température correspond à une forme d'énergie qu'on appelle l'énergie thermique. Et de même qu'on a vu que l'énergie cinétique peut devenir potentielle, eh bien elle peut aussi se transformer en énergie thermique. C'est ce qui se passe quand le boulet heurte le sol. Pour bien comprendre comment ça se produit, prenons un cas un peu différent de celui du boulet. Imaginez un skieur en haut d'une pente. Au départ, il est immobile, il ne possède pas d'énergie cinétique, mais il a une énergie potentielle. Quand il s'élance sur la pente, son énergie potentielle se transforme progressivement en énergie cinétique. Mais cette dernière, à cause des frottements de la neige et de l'air, se transforme à son tour en énergie thermique. Arrivé au pied de la pente, l'énergie potentielle du skieur est nulle, mais il lui reste de l'élan, donc de l'énergie cinétique, qui, au fur et à mesure du ralentissement par les frottements, va peu à peu se transformer en énergie thermique. Et donc tout au long de cette trajectoire, la composition de l'énergie du skieur varie entre les différentes formes, cinétique, potentielle et thermique. Mais la quantité totale d'énergie reste la même, elle est constante. Cette situation un peu idéalisée illustre un aspect de ce qu'on appelle le premier principe de la thermodynamique. Dans un système isolé, l'énergie totale est conservée. Alors deux petites précisions avant d'aller plus loin. J'ai parlé des frottements de l'air pour le skieur et évidemment dans le cas du boulet, il y en a aussi un petit peu. Mais pour faire simple, on peut les négliger. L'autre point important à avoir en tête, c'est que je l'ai dit, l'énergie se conserve pour un système isolé. En pratique, dans les situations que j'ai décrites, ça n'est pas vraiment le cas. Si le skieur s'échauffe très légèrement du fait des frottements, une partie de son énergie devient thermique, mais celle-ci va être partagée avec l'air et la neige, qui vont aussi légèrement s'échauffer. Bon, donc en résumé, l'énergie existe sous différentes formes.
Elle peut passer d'une forme à une autre dans un corps physique, mais si celui-ci est isolé, la quantité totale ne bouge pas, l'énergie est conservée. Vous savez peut-être que l'énergie se mesure en joules, du nom du physicien anglais James Joule. Et c'est la même unité quelle que soit la forme de l'énergie. Si vous avez un skieur de disons 100 kg et que vous voulez lui filer 1 million de joules, vous avez plusieurs options. Soit vous l'emmenez à 1000 mètres d'altitude, il aura 1 million de joules d'énergie potentielle, soit vous le propulsez à 140 mètres par seconde, environ 500 km/h, il aura 1 million de joules d'énergie cinétique, soit vous élevez sa température globale d'environ 3 degrés. Alors une autre solution encore consiste à lui apporter cette énergie sous forme chimique et lui faire manger l'équivalent de 100 grammes de pain. Dans toutes ces situations, ça fait 1 million de joules. Alors comme ces formes d'énergie se mesurent avec la même unité, comme elles peuvent se transformer l'une dans l'autre, on pourrait penser qu'elles sont essentiellement équivalentes. Eh bien non, malheureusement. Pour faire très simple, on peut diviser ces différentes formes d'énergie en deux catégories. Les formes utiles et les formes inutiles. Alors, parmi les formes utiles, il y a les énergies cinétiques, potentielles, chimiques, électriques, etc. Et les formes inutiles, il n'y en a qu'une, c'est l'énergie thermique. Une forme utile d'énergie, c'est celle qui permet de faire du travail. Alors faire du travail en physique, ça a un sens assez précis, et ça signifie exercer une force qui déplace un objet. Prenez mon skieur à 1000 mètres d'altitude. On peut imaginer le faire descendre par une corde avec une poulie et l'utiliser comme contrepoids pour faire monter une charge. Ou bien si je le fais aller à 500 km/h, je peux l'envoyer sur une bascule qui va propulser un autre objet. Ou encore si je lui ai donné des pattes, je peux lui demander de se fatiguer un peu et de déplacer un objet. Dans tous les cas, on peut utiliser ces formes d'énergie pour faire du travail. Mais si j'ai uniquement chauffé mon skieur, si je lui ai simplement donné de l'énergie thermique, je ne peux rien faire. Je ne peux pas m'en servir pour faire bouger des choses, y compris lui-même d'ailleurs, et je ne peux pas retransformer cette énergie thermique en une autre forme d'énergie, cinétique ou potentielle. C'est de l'énergie en quelque sorte inutilisable. Et donc quand on regarde toutes les formes d'énergie possédées par un corps physique, on peut séparer cette énergie thermique inutilisable de toutes les autres formes d'énergie utiles. La somme des énergies utiles, on la note F et on l'appelle l'énergie libre, parce qu'on peut en disposer pour faire des trucs, du travail. Pour quantifier l'énergie inutile, on introduit une petite notion supplémentaire. Si on divise cette énergie par la température, on obtient ce qu'on appelle l'entropie du corps, noté S. Et donc l'énergie inutile, c'est l'entropie fois la température. Plus l'entropie est élevée, plus l'énergie inutile d'un corps est élevée. Ce qu'on a vu, c'est que l'énergie utile pouvait se transformer en énergie thermique, mais jamais l'inverse. On ne peut pas revenir en arrière. Et c'est une manifestation de ce qu'on appelle le second principe de la thermodynamique. L'entropie d'un corps isolé ne peut qu'augmenter. On peut passer d'une forme d'énergie utile à une autre, par exemple quand vous pédalez pour recharger la batterie de votre téléphone, l'énergie chimique stockée dans votre corps se transforme en énergie mécanique de vos muscles, qui se transforme en énergie électrique, qui se transforme à son tour en une autre forme d'énergie chimique, celle des batteries. Mais de l'énergie thermique vers les autres formes, c'est non, car l'entropie ne peut qu'augmenter. Et j'espère que vous voyez en quoi c'est relié à notre idée de crise énergétique. Quand on consomme de l'énergie, en fait on ne la détruit pas, on ne la fait pas disparaître, mais on la transforme, on la convertit le plus souvent en énergie thermique, une énergie inutilisable ensuite, qu'on ne peut pas recycler. D'une certaine façon, l'entropie mesure la qualité de l'énergie d'un corps. Et comme elle ne peut qu'augmenter, même si l'énergie se conserve, sa qualité, son utilité ne peut que se dégrader. Et donc ce qu'on appelle la crise énergétique est, d'un point de vue de pure physique, en fait une crise de l'entropie. Le problème, en théorie, ça n'est pas le manque ou la disparition d'énergie, mais l'augmentation de l'entropie. Alors à ce stade, il y a peut-être quelque chose qui vous rend sceptique dans ce que je vous raconte. Je vous dis qu'on ne peut pas transformer d'énergie thermique en énergie mécanique, par exemple. Et pourtant, c'est ce qu'on fait tous les jours avec certains moteurs. Prenez un moteur électrique, on convertit de l'énergie électrique en énergie mécanique. Bon, éventuellement, on a un peu de perte de chaleur, mais rien d'essentiel. Mais un moteur à essence, ou même une simple machine à vapeur, on brûle un combustible, on passe donc d'énergie chimique à de l'énergie thermique. Et ensuite, on se sert de l'énergie thermique pour faire de l'énergie mécanique. Donc on peut transformer de l'énergie thermique en énergie utile, faire baisser l'entropie. Eh bien non, seulement en apparence. Souvenez-vous d'un point essentiel. Le second principe de la thermodynamique nous dit que l'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter. Isoler le système. Un moteur électrique, vous pouvez l'isoler du monde extérieur et il transformera quand même son énergie électrique en énergie mécanique, il n'y a pas de problème. Mais un moteur thermique, il dégage de la chaleur et il a besoin de refroidir. Pas juste pour éviter la surchauffe, mais d'un point de vue essentiel et fondamental.
Dans un cycle thermique de moteur à combustion, il y a un moment où la chaleur engendrée doit être expulsée vers le monde extérieur pour que le cycle puisse reprendre. Donc un moteur thermique n'est pas un système isolé. Il arrive à fonctionner parce qu'en fait, il refile au monde extérieur son augmentation d'entropie. Mais si on prend l'ensemble, le moteur et le monde extérieur, c'est-à-dire l'univers tout entier en gros, on a par définition un système isolé et son entropie ne peut qu'augmenter. Et donc chaque fois que vous allumez un moteur thermique, vous augmentez l'entropie de l'univers. Pensez-y un peu, bande d'irresponsables. Pour illustrer le fait que l'entropie ne peut qu'augmenter, et donc que l'énergie thermique ne peut pas se retransformer en énergie utile, mon père m'a raconté qu'un de ses profs disait la chose suivante. Si vous descendez une rampe d'escalier à califourchon, vous constaterez un certain échauffement de votre postérieur. Par contre, c'est pas en vous chauffant le cul que vous allez remonter. Un point pour finir, parce que je vous assène les principes de la thermodynamique comme si c'était les 10 commandements, mais vous vous demandez peut-être d'où vient l'impossibilité de convertir de l'énergie thermique en énergie utile. Eh bien, on peut en donner une petite compréhension au niveau microscopique. Quand on chauffe un objet, qu'on augmente sa température, on augmente en réalité la vitesse d'agitation des atomes qui le constituent. Et oui, car au niveau microscopique, les atomes qui composent un solide oscillent autour de leur position à des vitesses assez élevées, qui peuvent être de quelques centaines de mètres par seconde. Et quand on augmente leur température, en fait, on augmente ces vitesses d'agitation. L'énergie thermique, c'est donc en fait une forme microscopique d'énergie cinétique. Mais la grosse différence avec l'énergie cinétique macroscopique, c'est l'organisation. Quand vous propulsez un objet à une certaine vitesse, vous lui donnez une direction donnée, et les atomes se déplacent de façon cohérente, organisée. Au contraire, quand vous chauffez, certes vous augmentez la vitesse de vibration de chaque atome, mais d'une manière désordonnée, incohérente, pas de la même façon pour tout le monde. D'un côté, vous avez une forme d'énergie cinétique bien ordonnée et donc utile et récupérable, et de l'autre, c'est le bordel, on peut rien faire. Et c'est pour ça qu'on associe souvent la notion d'entropie à celle de désordre. L'entropie d'un système peut être vue comme une mesure de son désordre au niveau microscopique. C'est ce qui rend d'ailleurs l'entropie si intéressante et subtile, c'est que c'est une notion qui s'est construite historiquement de différents points de vue. Initialement le point de vue des ingénieurs, qui construisaient des machines thermiques comme Sadi Carnot, puis le point de vue des physiciens-statisticiens, qui s'intéressaient à l'état microscopique de la matière, comme par exemple Ludwig Boltzmann, et enfin plus récemment des mathématiciens, comme Claude Shannon, qui l'ont regardé sous l'angle de la théorie de l'information. On pourrait parler longtemps de l'entropie, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'y reviendrai peut-être un jour, notamment pour parler du fait que les êtres vivants sont des machines à faire baisser localement l'entropie. Et d'ailleurs, j'avais pas une collab sur le sujet. Merci d'avoir suivi la vidéo, abonnez-vous, la cloche, tout ça, et je vous dis, j'espère, à bientôt pour d'autres vidéos pleines de science.